podcast. Histoire d'animaux. Le loup se mal aimait. On va certainement reparler des loups, Noël, dans la presse cet hiver, parce qu'on en parle toujours en hiver. Il s'agira, comme toujours, quand il fait très froid, de loups venus d'Espagne ou d'Italie, où il y en a encore. Chez nous, tout le monde le sait, les loups ont été exterminés à la fin du siècle dernier, à peu près. Nous étions donné assez de mal pour ça. Songez que les lieutenants de louveterie ont été créés par Charlemagne il y a plus de 1000 ans, et que depuis, on n'a pas arrêté une seule fois le massacre des loups en France. En vérité, il en reste 2 ou 3, peut-être 4 couples en France. Des loups libres, pas des loups échappés d'un zoo ou d'une ménagerie. Ils vivent au fond de certaines forêts. Nous sommes 5 ou 6 en France à savoir où ils se cachent, et nous nous ferions hacher plutôt que de le dire, tant la peur du loup est grande encore chez nous. Ceci dit, comment vit-il ce loup gris qui était le nôtre, et qu'on protège maintenant en Suède comme en Norvège, qu'on chasse toujours dans les Balkans, et qu'on supporte comme on peut en Sibérie, au Canada, en Alaska? Eh bien, il vit très honnêtement. Il faut le répéter, ne serait-ce que pour détruire la légende idiote du grand méchant loup. Ce que je vais vous expliquer est basé sur des années d'observation, dont certaines, mais toutes récentes. D'abord, on parle toujours des bandes de loups. Mais c'est faux. Le loup vit en ménage avec sa louve 6 mois par an et chasse tout seul pendant toute cette période, sauf au moment où la louve a ses 4 ou 6 louveteaux qu'il faudra nourrir, mais j'y reviendrai. Alors, les loups, dans ce cas-là, quand les louves ont leurs louveteaux, se forment en bande et chassent la grosse bête, le cerf, l'élan, le renne, le caribou. Mais commençons par la période de vie normale. Père loup et mère louve sont tout seuls dans la tanière, dans l'ancien terrier de blaireaux qu'ils ont agrandi en général, ou de renards. Tout autour, c'est leur territoire personnel, où aucun autre loup n'a le droit d'entrer. Pour cela, le père loup a marqué les limites de sa propriété en urinant matin et soir aux mêmes endroits. Songez qu'il y a quelques années, un observateur canadien qui voulait s'installer près d'une tanière habitée par un couple de loups n'a eu qu'un seul moyen pour se faire tolérer par ses voisins loups. Il s'est installé avec sa tante, et puis, ostensiblement, il est allé faire pipi sur les rochers et les buissons autour. Le père loup l'avait regardé faire, et immédiatement, quand il a eu fini, le père loup, son voisin, qu'il avait observé, est venu à son tour arroser les limites du territoire de l'homme. Ça voulait dire, tu seras chez toi et tu n'y viendras pas chez moi, je suis chez moi et je n'irai pas chez toi. Comment ils vivent? D'abord, ils dorment toute la journée, dans la tanière s'il fait froid, au soleil s'il fait beau. De temps en temps, un des deux, père loup ou mère louve, se lève, hume le vent, a l'air de réfléchir un peu, puis se recouche. Puis le soir, ça c'est très très beau, au moment du coucher du soleil, le loup et la louve montent sur un tertre, sur une petite colline. Ils se flairent le bout du nez, et face à face, ils lancent le grand hurlement. Ce grand hurlement qui fait si peur aux gens dans les contes à dormir debout, et qui signifie simplement « moi, loup un tel, je pars à la chasse ». Et il part en effet. Chasser quoi? Eh bien, les rongeurs. On ne le répétera jamais assez. Pendant plus de 6 mois par an, la nourriture du loup se compose exclusivement de rats, de suris, de mulots, de campagnols, et puis de lapins. Évidemment, si on élève des moutons dans une région à loup et qu'on est assez bête pour les laisser au pré la nuit, le loup trouvera plus commode de tuer un agneau que de fouiller la terre 30 fois pour en tirer les souris. Mais il faut le répéter aussi, les destructions de grosses bêtes par les loups ne mettent jamais en danger les espèces de ces gibiers. Écoutez, on l'a vu il y a quelques années dans une île sur un lac canadien. Une grande île où vivaient les cerfs wapitis, et puis des loups. Les chasseurs, qui venaient tirer le wapiti, ont crié comme des perdus que les loups exterminaient leur gibier. Alors, on a empoisonné les loups avec des boulettes de viande à la strychnine. Résultat, l'année suivante, les wapitis commençaient à se multiplier. 2 ans après, il y en avait déjà 3, ils ne trouvaient plus de quoi manger. 5 ans après, les épidémies commençaient à ravager le troupeau de wapitis. On a vite réimporté des loups et tout s'est arrangé en 3 ans. Autrement dit, le loup est un élément de l'équilibre biologique. D'ailleurs, quand on autopsie
des restes de caribous au Canada que les loups ont tués au moment de l'immense migration des caribous, on s'aperçoit qu'ils ne tuent jamais que des bêtes malades, des bêtes dont la viande est pleine de vers. Bon, mais alors, quand le loup chasse-t-il la grosse bête? Je vous l'ai dit, c'est quand mère loup va ses louveteaux et qu'il faut nourrir 6 bouches affamées, parce que ça a faim, un petit loup. Hein. Alors, la bande de loups se constitue. Pourquoi? Parce qu'un seul loup, tout seul, n'arriverait jamais à épuiser un cerf, un renne ou un caribou en le poursuivant jusqu'à pouvoir le tuer. D'où la bande, et naturellement son chef, qui peut être une louve d'ailleurs. Un chef qui s'est imposé aux autres par sa force. D'où aussi les combats entre loups, parce que chacun voudrait avoir de l'avancement dans la hiérarchie de la bande et espérer passer chef. Et c'est sur ces combats de loups que je voudrais finir, Noël. Ils ont 2 causes. Monter d'un cran dans la hiérarchie, ou, au moment des amours, à propos de louves. Parce que, à ce moment des amours, au moment où les louves sont en chaleur, tout est remis en question. Et ce ne sont pas des combats pour rire. On se blesse, on se mord, ça saigne, des combats de fauves, quoi. Oui, mais qui ne vont jamais jusqu'à la mort du vaincu. Et c'est ça ce qu'il y a de formidable chez les loups. Dès que, dans un de ces duels sans merci, un loup se sent plus faible que son adversaire, il se couche par terre, sur le dos, pattes repliées, il offre sa gorge au vainqueur. Or l'autre est un loup, un tueur que l'odeur du sang a affolé. Eh bien, le seul fait de voir son ennemi prendre cette attitude de soumission, ça le bloque, ça l'inhibe, comme on dirait aujourd'hui. Et il ne peut plus le tuer. Il recule, le vainqueur, il recule, poil hérissé, grondant, montrant les dents, et l'autre file sans demander son reste. Rien que ce trait, je crois, suffirait à nous faire rendre notre estime au loup, à qui, nous autres Français, nous avons fait bien plus de mal qu'ils ne nous ont jamais fait. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.